modernisation du métier de verrier a commencé il y a 20-25 ans, où des tas de gens de la France entière, de Belgique et autres, venaient visiter les verreries. Donc on s'est aperçu qu'en fin de compte, que là, il y avait autre chose qu'avant. Avant, on était des machines à produire, et après, on était des artistes. Les verriers n'étaient pas très bien considérés. C'était ceux qui n'étaient pas aptes à faire les études, ni qui n'étaient pas aptes à faire autre chose. Donc la sortie de l'école primaire, c'est en verrerie. Voilà, ils étaient bons qu'à ça. Il y avait beaucoup de verreries semi-automatiques qui employaient énormément de gens. Dans la vallée, il y en avait plusieurs dizaines qui employaient 100, 200, 300, 400 personnes. Toutes les verreries au départ étaient des entreprises familiales, avec le bon et le mauvais côté. Mais malheureusement, ils n'ont pas suivi l'évolution, la modernisation. Et c'était repris par des grands groupes. Ces grands groupes ont favorisé la disparition de toutes ces petites entreprises. Et le pire, c'est qu'on ne retrouvera plus ces gens qui étaient capables de faire du verre manuellement, de fabriquer des flacons manuellement. C'est terminé. Cette entreprise a été dirigée par une dame qui était la petite fille de l'ancien créateur. Et cette dame, c'était Mme Guignard, qui dirigeait ça d'une façon familiale. Et on l'appelait tout simplement grand-mère. Menue, pas très grande, toute simple, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances. Elle n'a pas pris sa retraite, en fin de compte. Elle a travaillé jusqu'à 75 ans. Elle est obligée d'arrêter par la limite d'âge. Par tous les moyens, par ses relations, elle avait toujours trouvé du travail. Et on est une des seules entreprises qui n'a jamais chômé et qui n'a jamais fait grève. Bien sûr, quand elle est disparue, tout a changé. Le but de la reprise de ces entreprises par un groupe étranger était de casser tout. C'est-à-dire que de s'accaparer d'un nom pour faire de la publicité, c'est ce qu'ils ont fait, puisque exposition en Allemagne, aux États-Unis et autres, avec le nom de la verrerie de Nesle. Avoir un siège social à Paris, ce qu'ils n'avaient pas, et de pouvoir commercialiser des flacons qui venaient de Pologne, Tchétchénie, etc. Les flacons étaient achetés 10 centimes. La qualité était quand même médiocre, mais c'était décoré ici à Nesle, et on revendait ces flacons au prix français. À partir du moment qu'ils avaient subi un traitement en France, on pouvait se permettre de les revendre à un prix correspondant au prix français. Donc c'est toute cette, je veux dire, un peu cette magouille, en fin de compte, que tout le monde a laissé faire et qui existe toujours. Sur ce site qui représente beaucoup, notre vœu était que quelque chose continue. Un client nous a permis de continuer ça. Actuellement, une personne travaille. Et ce qu'on espère, c'est que, peut-être c'est l'utopie, mais il y a un souffle de vie dans cette verrerie. Et qui sait, peut-être que... Et pourquoi il y avait un contrat d'investissement signé garantissant l'emploi 2 ans, salaire et travail garanti aux ouvriers, plus un plan d'investissement. Ils n'ont rien respecté. Ils ont bouffé 1,5 milliard. Ils sont partis, la clé sous la porte, on ne les poursuivait même pas. Et personne n'a bougé. Et ça ne bouge pas encore. Et pourtant, on entend les pics, mais ils font de la sourde oreille. Maintenant, c'est fini. Le pesage, c'est important. Surtout la soude, il faut que ça soit... c'est un fondant, il faut que ça soit bien pesé, quoi.
Moi, mon but, quand la verrerie a fermé, c'était de démarcher le plus loin possible, le plus haut possible, pour qu'il y ait une activité, qu'on soit plusieurs ici. Bon, les autres verriers voulaient que ça ferme, il y en a certains qui voulaient que ça ferme, ils n'en voulaient plus de cette maison. Ils disaient que c'est une baraque, mais c'est pas une baraque, et qu'ils ont gagné leur vie. J'ai monté à Rouen, j'ai envoyé des lettres au ministre du Travail, elle n'a jamais répondu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis débrouillé pour moi. Comme j'ai vu que j'étais tout seul, bon, mais je me suis débrouillé. J'ai réussi à rouvrir ça. Et le but est toujours d'essayer de faire entrer quelques personnes avec moi. Alors aller faire un autre métier après, puis qu'on a bien appris le métier, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire après? C'est bien de se recycler, mais se recycler à quoi? Et puis que même que vous avez 40 ans d'ancienneté dans une usine, si vous redémarrez à zéro, on vous donne le SMIC, alors c'est pas la peine. Vous prendre 3 mois sur contrat. Autant rester et puis faire mon métier, quoi. Travailler le verre, j'aime bien le verre. Puis c'est un beau métier, et puis il se perd. Puis toute ma famille était verrière. Tout le monde, mon grand-père, il a travaillé ici, il était chauffeur. Ouais, moi j'ai été élevé dans la verrerie. Il y en a qui aiment le plastique, moi j'aime pas le plastique, j'aime bien le verre. Hein, c'est une matière qu'on aime et puis c'est tout. Hein. Et c'est tout. D'accord, ça casse, mais il faut que ça casse pour qu'on travaille. C'est dans moi, j'aime bien le verre et puis c'est tout. C'est comme une femme quand on l'aime, on change pas. J'ai mélangé du sable, de la soude, de la néphéline, nitrate de soude et de l'arsenic, d'huminium, puis du cobac sablé. Je me suis retrouvé au chômage et puis j'ai fait de la dépression parce que c'était mon métier, puis je l'aimais. J'ai eu l'opportunité de connaître M. Choucroune depuis 30 ans. Il m'a dit, bon, ben, on est copains ensemble, on va démarrer quelque chose ensemble. C'est moi qui fais marcher la boutique, quoi, tout seul. Alors je fabrique, je fais la composition, je récure les moules, je répare tout ce qu'il y a à réparer, quoi, puis ça marche. J'ai choisi, bon ben tant pis. Et maintenant je suis dedans, ça ne me déplaît pas du tout, au contraire. Puis ça prouve à les patrons qu'il y avait là avant qu'on peut faire marcher une usine quand on veut bien s'en donner la peine. On n'arrive pas à 10h du matin. Moi j'arrive à 4h30, je repars à 16h, je ne sais pas quelle heure je repars. Parce que je vais repartir pour me doucher, puis je reviens tout à l'heure allumer un bouffe. Alors. Là on s'est battu pour allumer une cellule, pour donner un petit peu, une petite flamme de vie, mais c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais le four qui marche. Bon, il n'est pas arrivé, bon, mais il est en bon état. Un four, il y a la vie tout le temps, il ne s'arrête pas. C'est toute la journée, toute la nuit, tout le temps. On ne peut pas l'arrêter, il y a toujours la flamme dedans. Si on l'arrête, c'est fini, c'est mort. Comme là, c'est mort. Alors, ça représente 20 ans de notre vie. 20 ans continu, puisqu'on a vécu avec lui, puisqu'on va commencer avec lui, et malheureusement, là, on finit avec lui. C'est lui qui fait la fusion du verre, c'est lui qui nous permet de travailler, c'est lui qui permet de continuer la production. S'il n'y a pas ça, c'est plus une verrerie, quoi. Parce qu'en fin de compte, il y a une structure qui est bâtie, qui est construite autour, mais le principal, c'est ça, c'est lui le cœur de la verrerie. Avant, il suffisait de regarder, de sentir, de comprendre, de toucher au verre, en fait. On voyait qu'il était arrivé à bonne température et qu'il était de bonne qualité. Tout se passait comme ça. On vivait avec le verre.
s'il existe toujours, même s'il y a possibilité de redémarrer, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est parti, puisqu'il n'y a plus ce souffle, un peu de vie, puisque tout ce qu'on appelle les mouchards enverris à chaque arcade, on avait l'impression qu'il y avait une respiration de l'intérieur du four, et là ça n'existe plus. Les écrans sont moins imprimés qu'avant. Là, on le ferme en 3 parties. Je suis en train de le préparer pour demain matin. À 5 heures, je serai en route demain matin. Jusqu'à 1 heure. Dans l'entonnoir, c'est le passage du verre pour mettre le verre dedans. Mais là, je suis bien. Je suis tout seul. Je fais mon petit boulot, tranquille, pas embêter les personnes. Au moins, si j'ai des rebus, c'est moi qui les ai fait, c'est pas le voisin. Là, je me dispute bien tout seul, hein. Vous en faites pas. Dernière, ils vont bien. C'est bon. Sauf que la clé, elle va un peu loin. On va la dévisser puis la refaire un peu. Le derrière, il reste dans une glissière. Bon, ben là, on ouvre le moule, on pousse un petit peu et on démoule. Là, c'est fini, j'ai plus qu'à les mettre sur la sellette pour demain matin. Voilà. On avait un client anglais qui voulait des flacons représentant le verre du gazon de Wimbledon pour le bicentenaire. Bien sûr, on est arrivé ici avec un bout de carton ou un bout de plastique en disant c'est ça que je veux. Au 3e essai, c'est celui qui se rapprochait plus de ce témoin, mais pas accepté par le client, donc on a continué, 13 essais en fin de compte. 13 essais, mais un essai, c'est-à-dire on mélange une composition, on recherche la coloration, et à chaque fois il faut faire fondre, il faut tirer des échantillons de flacons, il faut renettoyer le pot, il faut enlever la couleur, en remettre une autre, etc. Donc 13 essais, ça fait un mois et demi de travail, ça. Alors ce qui est joli aussi, c'est d'avoir un dégradé de couleur, tout en jouant sur les épaisseurs de flacons. Alors là, il y a la coloration, mais il y a aussi le travail du verrier là, qui rentre en compte. C'est qu'il faut, dans son ébauche, amener le verre pour qu'il y ait comme une bulle d'eau, ce qui est très joli. Le haut est presque blanc en haut, transparent, le vert plus foncé, et on arrive dans le bain avec du vert très foncé. Et ça, c'est le travail du verrier, ça. Les méthodes que l'on employait, les méthodes aussi bien de recherche, de création ici, ne sont pas les mêmes que 4 km plus loin. Chaque maître verrier a des méthodes différentes pour arriver à des résultats aussi différents, tout en gardant toujours une base qui est égale. Mais à chaque disparition, on perd quelque chose. Nos facilités de fabrication permettaient aussi bien de faire le petit dé à coudre en verre, décoré qu'on vendait en exportation aux États-Unis pour des collections, que de faire une bouteille de champagne de 3 litres en verre vert pour le bicentenaire d'une société dans la région de Champagne. En automatique, on ne peut pas faire 2000 ou 3000 flacons.
c'est pas possible. On ne peut pas lancer une chaîne automatique pour 2 ou 3 000 flacons. En automatique, on fait des millions de flacons d'un modèle. Nous, même dans la journée de travail, dans une journée, on pouvait changer 1, 2, 3 fois de modèle. Donc remettre en route une fabrication pour des toutes petites quantités, bien sûr, qui étaient très travaillées après, très stylisées, décors, taille, etc. Mais on pouvait aussi travailler pour 100 flacons. Un client pouvait commander 100 flacons et on travaillait pour 100 flacons. L'approche en automatique est la même, mais aujourd'hui en automatique on demande des ingénieurs, des techniciens. Même si eux s'appellent verriers, on ne peut plus les qualifier de verriers comme les gens peuvent s'imaginer le métier de verrier. Ce sont peut-être des gens qui toute leur vie maintenant ne verront pas de verre et leur travail est prévu d'avance, ils n'ont pas à intervenir personnellement. Et on n'a plus cette sensation de toucher le verre, de manipuler le verre, de faire quelque chose, de créer quelque chose. L'autre il est parti de l'autre côté, comme bien entendu. C'est bien, mais on se brûle bien. Hein. C'est bon. Ah, ça va aller. Bon, ça brûle. C'est chaud. Bon, ça, je ne savais pas le faire, j'étais pas chauffeur, mais on a pris vite. Parce que j'ai la volonté de faire marcher l'usine. Maintenant, il va fumer encore au moins 2-3 heures. Et après, il va se calmer quand la température va revenir bien. Alors, demain matin, à 4h30, 5h, je peux travailler. Là, la potière sera bonne. On va faire une bonne journée. On cueille toujours ici, à peu près ici. Comme ça, on n'a pas de problème, on n'a pas de bouillon, on n'a rien du tout, il n'y a pas de traînée dedans. Non, ben ça va, il a l'air d'être bien, le coup. Il a l'air d'aller. On est content quand on ouvre un pot puis qu'il est bien. L'anxieux d'un verrier, c'est toujours quand il renfort. Il a toujours peur que son pot il débraye. Un débraillé, ça veut dire que le pot casse, il va à la cave. Ça, c'est l'hantise, on a peur. C'est là où on stocke tous les moules, c'est-à-dire tous ces modèles sont stockés ici, déposés. Donc la propriété du parfumeur, du client, ou aussi beaucoup qui existent, même de l'époque de 1900 à la verrerie. Ça c'est ce qu'on appelle la cité de Nain. Le verrier qui habitait dans ces maisons ne payait pas de loyer, ou très peu, et était presque dans l'obligation de rester dans la verrerie du fait qu'il avait son logement et sa famille. Parce que les verriers, à cette époque-là, ils étaient très demandés, et d'autres verreries essayaient de les récupérer. Moi, j'ai connu ça quand j'étais tout petit. Dans l'entreprise, il y avait un maçon, il y avait un électricien, il y avait un couvreur... il y avait tous ces artisans qui étaient le personnel de la verrerie, qui faisaient les réparations de la verrerie, mais aussi des habitations.
flacon souffle à la bouche, souvent était un flacon tourné, qui ne permettait pas d'avoir des formes géométriques. À l'origine, ici, c'était ça. Hein. L'amélioration qu'il y a eu avec les verris semi-automatiques a permis d'avoir des cols contrôlés, d'avoir les contenances, d'avoir des répartitions, d'avoir des formes très, très diverses, et aussi d'améliorer les cadences, donc de fabriquer beaucoup plus de flacons. Mais le travail, c'est le même à la base. On a toujours retrouvé le travail soufflé à la bouche, après le semi-automatique tel qu'il était pratiqué ici, et après, bien sûr, l'automatique. L'ébaucheur, c'est le moule en fonte qui sert à recueillir le verre. Quand le verre tombe dans l'ébaucheur, il est recueilli sur une pince pour faire le col. Et ce qu'il en sort, c'est l'ébauche que l'on travaille. Le verre placé sur la pince qui sort de l'ébaucheur, c'est l'ébauche. Lui, le verre, quand il sort, il baisse de température puisqu'il est travaillé en dehors. Le cueilleur, il travaille son verre en dehors. Il ne le donne pas tout de suite, il travaille. Donc il baisse de température. Il peut arriver à 1000 degrés. Les chalumeaux servent à approcher la température de la fonte le plus près possible de celle du verre. Une fois qu'on est en route, les chalumeaux, il faut les baisser. Il ne faut pas les garder comme au départ. Il faut que ça entretienne la chaleur. Et si on dépasse ça, évidemment, ça colle. Ça, alors là, le verre, il colle, il ne rentre pas. Même s'il arrive à rentrer dedans, ça fait des plis, ça fait... Non, quand il faut la température. Pour sortir un beau flacon, il faut travailler l'ébauche. Alors on travaille avec les doigts et le regard, surtout. Bon, il y a le physique qui joue, parce qu'il ne faut pas être agringalé. Il y a le physique qui joue, mais c'est surtout dans les mains. Quand on sort, il y a des endroits plus ou moins chauds. Alors ces gestes-là servent, en refroidissant tout doucement, à répartir que ce soit froid partout pareil. On ferme le moule, on appuie sur le souffleur et le flacon s'imprime. Il est imprimé. Le verre tient la fonte là, il l'empêche d'ouvrir. Il s'accroche là. Le démouleur là sent dans les doigts à travers les branches qui va y servir à ouvrir le moule, il sent son verre. Il le sent, il sent. Il n'a même pas besoin, il sait, il ne peut pas le voir, de toute façon c'est à l'intérieur. Petit geste par petit geste, le moule s'ouvre. Vous le sortez avec la pince. Vous le mettez sur un tapis. Puis le miracle, il arrive, vous avez un beau flacon. Vous avez l'épaisseur là, qui est moins grande qu'ici. Alors il faut arriver à mettre plus de verre ici, moins là, mais en gardant une répartition solide. Alors vous voyez bien la largeur du flacon avec ça, c'était pas évident. Je ne pensais jamais que des flacons difficiles, ils auraient pu les faire en automatique. Et malheureusement, oui, moi j'ai vu des beaux flacons. Ils sont beaux, mais ils remplacent pas, ils sont pas si jolis comme ça. Il y a quand même, on voit une légère différence quand même, mais ils sont beaux. Ça, malheureusement, je suis obligé de dire qu'ils sont beaux. Mais un flacon fait à la main, il y a un petit quelque chose de plus. Et l'automatique, malheureusement, oui. C'est pour ça qu'on en est là.
ce qu'on a fait, les Guerlain, les Balmain, les Dior, les Capucci, puis j'en passe, tout ça, c'est super flacons. Mais c'est des flacons qu'on nous donnait parce que personne n'arrive à les faire. Et nous, en plus, on arrive à les faire. Avec une vieille verrie. Des vieux outils. Des machines qui tenaient plus debout. Hein, on arrivait à faire des super luxe. Mais petit à petit, les clients sont partis quand même. Les premiers patrons, ils faisaient beaucoup plus de social que de travailler. Ils adoraient les gens du quartier. Ils étaient tous là pour être verriers en fin de compte. Alors ils les faisaient tous travailler. Ils donnaient du travail vraiment à tout le monde. Mais il y avait trop de personnes. Bon, au début du siècle, ça allait. Ça allait, les gens n'avaient pas de besoin. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ils n'ont pas investi. Ils ont gardé le même principe d'embaucher du monde. Et tout le monde n'était pas à la hauteur. Après, ils ont été obligés de vendre. Avec les nouveaux patrons, ça a été une question de... Ils s'en occupaient pas. Ça a été une question de rentabilité, c'est tout. Puis une fois qu'ils sont arrivés, bon, ils ont revendu, puis ça fait une boule de neige, et puis... Bon, là, il y a encore un verrier, une étincelle de vie, là, encore. C'est pas fini. Le four, il a été arrêté dans de bonnes conditions, donc il peut repartir. Ce qu'il y a, c'est qu'un verrier, il faudrait des investissements assez pour refaire la verrie. Pas le four. Si quelqu'un rachète ça, dans 2 mois, il retourne. Moi, j'ai commencé à 15 ans. Parce que ma tante, elle n'a pas voulu, c'est elle qui m'a élevé, puis elle ne voulait pas que je travaille avant. Elle disait, t'es pas assez costaud pour aller à la verrie. Et le docteur non plus, mais moi, je voulais y aller, alors j'ai resté. Puis ça va faire 40 ans, puis c'est toujours dans le verre. On ne gagnait pas beaucoup. Il y avait un écart de salaire entre le porteur à large des mouleurs, presseurs, cueilleurs. Alors, on voulait monter les échelons. Alors, il faut les apprendre, il faut les bien s'appliquer pour apprendre. Je suis né à Pierrecourt, moi. À Pierrecourt, c'est à côté de Nesle, là, c'est à 3 km, quoi. Toute ma famille est née ici, quoi, et ils sont de la Seine-Maritime, tous. Bon, on avait un nom breton, mais on n'était pas en Bretagne, quoi. On n'est pas né en Bretagne, on est né ici. Puis tous mes parents, tous mes grands-parents, ils ont travaillé dans le verre. Tout le monde était là. Apparemment, il est bien. Un bon verrier, c'est celui qui n'a pas peur de se brûler d'abord. Il n'a pas peur de la chaleur. Même si on transpire, il faut y rester quand même et puis s'appliquer. Pas parce qu'on se brûle ou qu'on sue qu'il faut arrêter puis pas travailler, quoi. Alors aujourd'hui, vous avez un moule qui marche très bien, le lendemain vous le faites, il ne marche pas pareil. Hein, le verre il est un peu plus tendre ou bien un peu plus sec, il faut chercher. Si on s'en fiche, ben, on ne trouve jamais les solutions qu'il y a au moule et puis on ne produit pas. Il faut avoir les bras souples, il ne faut pas être raide, il faut savoir bouger ses bras, pas rester raide comme un bâton. Parce que là, le verre il tombe par terre, on ne travaille pas le verre. Là je commence à tourner, là je tourne tout doucement, là j'accélère. Je peux retourner plus vite pour avoir du verre. Là c'est bon, maintenant je prépare mon verre. Pas trop long, je le maîtrise. Maintenant je vais décoller le moule pour empêcher d'avoir un trou dedans. Parce que les trous de chaleur, il n'y a pas de plate d'araignée, il n'y a pas d'évacuation d'air, alors il faut donner de l'air au moule. Ce moule a un tout petit trou d'injection, c'est pour ça qu'il y a un cheveu toujours dans le derrière. Et on est obligé d'y mettre un petit coup de chalumeau pour effacer le cheveu qu'il y a. Alors je vais retirer le cheveu. Ça demande quelques secondes.
faut pas appuyer comme un sourd, il faut sentir. Au moment qu'on arrive, qu'il est imprimé, on arrête pour pas écraser le verre. Il faut le presser, mais pas l'écraser. Il ne faut pas que ça craque quand ça arrive au fond. Au moment qu'on sent qu'on arrive dans le fond, on lâche. Ici, il y avait une patronne, c'était Madame Guignard. Elle est née dans la Verrie, puisque son père, son grand-père, tout ça, c'est à eux. C'était à eux la Verrie de Nesle. Alors, elle est née là-dedans, elle a toujours été dans la Verrie. Elle prenait jamais de vacances, Madame Guignard. Elle n'a jamais été en vacances. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu partir au mois d'août en vacances. Elle vivait pour sa Verrie. Cette femme, elle n'avait pas de voiture, elle n'avait rien du tout. Elle ne savait pas conduire d'abord. Et elle prenait le train, son casse-croûte, et elle allait chercher les commandes tous les 2-3 fois par mois. Elle allait à Paris. Et elle ramenait toujours plein de commandes. On n'a jamais chômé, on faisait des heures, il y avait toujours du travail. Alors, je prends l'autre, je vais aller à la lumière, regarder si ça va. Il est impeccable, il est bien. Alors, il ne peut qu'à le trancher et aller le mettre au bouffe. Le verrier, dans le temps, quand il y avait des balles, on disait, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait beaucoup de verriers. On était une race à part. Mais maintenant, on ne le dira plus parce qu'il n'y a plus de verriers. Mais alors, nous, on est fiers, parce qu'on ne reste plus beaucoup, voyez-vous. On n'est plus beaucoup. Parce que les verriers, maintenant, on va les compter sur notre doigt. Même à une seule main, on en a assez pour les compter. Il faut être fier de son métier. Dans la vallée de l'Evrel, il n'y a plus que 2 verriers. Il n'y a plus que 2 verriers. Il y en avait, je ne sais pas combien, maintenant il n'y en a plus que 2. Il y avait le Magnier, il y avait le Loire, il y avait Guerville, il y avait la vallée de Rétonval, la verrie de Rétonval, il y avait plein de verriers. Puis ils étaient tous construits auprès de la forêt, puis qu'on servait du bois, on chauffait au bois dans le temps. Ils l'ont tous fermé. Alors, je regarde l'oiseau pour regarder s'il y a un bouillon, une crasse ou une incision. Bon, elle a l'air parfait. Je le pose, je tape sur la canne et il est détaché. Et dans une dizaine d'années ou 20 ans, si on veut retravailler à la main, comment on va faire? Parce que nous, on ne sera plus là, on vieillit. Il faudra bien qu'ils recréent. Parce que tous les automatiques, il n'y a aucun qui sait faire un flacon. Hein. Puis qu'il n'y a pas de main-d'œuvre dessus, c'est rien que des machines. Alors il faudra quand même créer, refaire des verriers un jour. Hein. La direction, elle voulait l'arrêter complètement, fermer le four complètement, d'un seul coup. Bon, nous, on savait très bien que depuis qu'on est dans la verrie, que quand on arrête le gaz d'un seul coup, le four, il tombe. Il aurait chuté, il était mort, il était foutu. Alors on a pris l'engagement de la responsabilité de le fermer nous-mêmes et de prendre le temps pour le descendre à température initiale. Et là, on peut garantir que le four de Nesle, il peut redémarrer, il a été très bien arrêté et il n'y a pas de pièce qu'à bouger. Que si on les avait écoutés, ben eux, ils cassaient l'outil de travail. Que là, s'il y aurait quelqu'un qui voudrait s'intéresser, on peut démarrer le four. Ça, c'est du cristal, c'est un verre spécial, oui.
très difficile à faire. Il est long à durcir, très long à durcir. Alors c'est délicat à travailler, très délicat. Le bouchon n'est jamais creux, un bouchon c'est toujours plein. C'est le morceau de verre, c'est le bloc de verre. Dans un bouchon, il y a toujours la fermeture du moule, ça fait une couture. Et il y a toujours des plis dedans. Alors on le rebrûle pour faire disparaître les petits plis qu'il peut y avoir autour, même à la couture. Et en faisant attention de ne pas rebrûler tous les dessins. Mon père, il travaillait ici. Et puis mon premier frère. Alors je venais les voir de temps en temps. C'était interdit, mais enfin, on venait quand même... J'ai eu mes 14 ans le 9 février et le 10 février, j'ai commencé à l'usine. Carrément le lendemain. Les enfants, oui, on était martyrs des anciens parce qu'il fallait faire tout. Il fallait faire tous leurs caprices, quoi. Même à la pause, le temps de manger, il y avait un café plus loin, il fallait qu'on aille leur chercher à boire, il fallait leur faire tout. Il fallait les servir. 5 minutes avant de finir, là, on allait travailler à la machine, ils nous apprenaient à la machine. Et puis il fallait bien faire. Il fallait bien faire parce qu'à ce moment-là, c'était assez dur. On foutait un coup de poing ou bien un truc comme ça si on faisait mal. Ils appelaient ça une coque de verrier. On foutait un coup de poing sur le crâne si c'était mal fait. On apprenait le métier comme ça. À l'époque, on travaillait aux pièces. C'était temps du sang. On n'était pas payé à l'heure, on était payé aux pièces. Alors plus qu'on fabriquait, plus qu'on gagnait. Au début, ici, il y avait beaucoup de Bretons qui travaillaient ici. Ils étaient encore plus malheureux que nous à l'époque. Après, j'ai entendu dire... le patron, M. Evrard, ils étaient obligés le dimanche d'aller à la messe. Parce que c'était il était croyant, lui. Les ouvriers étaient obligés d'aller à la messe, autrement ils n'étaient pas payés. Ensuite, c'est sa fille qui a repris Madame Guignard. Jamais elle aurait licencié un ouvrier. Même s'il travaillait mal, il reste à l'usine. Ah, oui. Ouais, puis une bonne personne, parce qu'on pouvait demander n'importe quoi. Si elle pouvait le faire, elle le faisait. Sauf, il ne fallait pas demander de l'argent. Il ne fallait pas demander une augmentation. J'ai resté 45 ans dans la même usine. Et cette usine, c'était bien parce que c'était comme en famille, vous savez. Tout le monde s'attendait bien, c'était impeccable. On était tous très bien ensemble.
pas besoin de parler, en toute une équipe qui travaille, qui est solidaire, qui connaît les risques aussi, parce qu'il pouvait y en avoir, hein, la chaleur, le risque d'accident, le matériel qui est très lourd, les brûlures. J'ai vu, moi, certaines choses spectaculaires qu'on ne voit plus maintenant, mais où, sur un four usagé, le four est basculé carrément dans l'œil du four à l'intérieur. Et c'est la catastrophe, les flammes de partout. C'est là qu'il faut intervenir très vite, essayer de bloquer par tous les moyens, des tôles, du réfractaire, de l'amiante, peut-être aussi arrêter de brûler pendant 5 minutes pour éviter l'incendie. Donc, c'était pas la peine d'appeler les pompiers, hein, il fallait intervenir d'urgence. Et là, tout le monde y participait. Et s'il fallait remonter un mur de protection très vite, dans des conditions très très difficiles, parce qu'avec la chaleur, j'ai vu des gens tomber dans les pommes. Hein. Ça fait 5-6 ans que je faisais partie du groupe de changement de peau. J'ai remplacé les anciens quand ils sont partis en retraite. J'aimais bien être au contact de la chaleur, de tout ce qui est physique comme ça, j'aimais. Ouais. La difficulté de changer un pot, parce que c'est très dur. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, après l'école. Mon père était verrier, mon grand-père était verrier. J'étais prêt pour la verrie. D'avoir réussi de passer d'une étape à l'autre, on était très fiers. Du plus petit travail jusqu'à finir presseur, c'était mon rêve.
toujours verrier, mais en automatique. Je ne travaille plus le verre, là, c'est le verre qui tombe directement dans les ébaucheurs, tout ça, qui vont directement au finisseur. On a juste qu'à graisser. Là, c'est plus au contact du verre. Là, je regarde s'il n'y a pas de pli, s'il n'y a pas d'incisé, s'il n'y a pas de bouillon, s'il n'est pas déformé, s'il est bien imprimé, quoi. Si c'est bon, quoi. Là, la couleur, elle est belle, il n'y a pas un point dedans, il n'est pas incisé, il n'y a pas de bavure, impeccable. Alors celui-là, il n'est pas bon, parce qu'il y a un bouillon ici. Alors, c'est une pièce défectueuse.